Alors, effectivement, vous ne regrettez rien. Et vous venez de citer quelques noms, et je crois que c'est important de les rappeler, parce que Claude Lefort, Oui, c'est donc le philosophe que nous connaissons aujourd'hui, qui a travaillé sur Machiavel, qui a travaillé notamment sur l'invention démocratique, notamment à partir de ce qu'il a observé en 56, en 1956 avec l'insurrection hongroise, mais aussi au moment de Solidarność en 80, qui lui fait penser cette démocratie comme un lieu vide dont s'inspire d'un lieu indéterminé dont s'inspirent aujourd'hui des gens, des chercheurs comme Pierre Rosanvallon par exemple. Mais vous avez cité aussi François Feiteux, qui est un intellectuel, un historien, qui vous a fait voir là précisément au fond les travers du soviétisme ou du oui, titisme. Vous avez été à chaque fois accompagné comme ça par des figures, par des amis qui vous ont aussi éveillé à la résistance. Mais ce que je voulais savoir, Edgar Morin, c'est qu'est-ce qui vous a conduit finalement à penser à ce point, à contre-temps, à contre-courant? Est-ce que ce sont ces figures-là qui finalement vont faire de vous un intellectuel critique qui ne va cesser, comme vous l'avez fait depuis 1938 quand vous étiez adhérent de ce parti frontiste, à résister sur des deux côtés à la fois, c'est-à-dire résister contre évidemment ce qui vous paraît l'injustice fondamentale, ici le colonialisme, là l'intervention soviétique en oui. 56, et en même temps à lutter contre, à l'intérieur au fond de votre propre camp. Oui, bah, écoutez, je ne l'ai pas fait exprès. Je veux dire que euh, je suis porté à obéir à enfin, à ce que j'appellerais maintenant la complexité. C'est-à-dire, je vois les deux aspects des choses. Je peux voir des contradictions à l'intérieur d'un camp et moi-même être du côté, par exemple, quand il s'agissait de cette guerre d'Algérie, de montrer qu'il n'y avait pas d'un côté le pur FLN et de l'autre côté la France coloniale, mais qu'il y avait aussi le messialisme, et en plus de voir que le problème à un moment donné était de faire la paix. Enfin, je crois que j'ai toujours, enfin, qu'est-ce que c'est que la complexité en partie? C'est de voir deux aspects apparemment contraires et contradictoires des choses. C'est ce que Pascal disait, le contraire d'une vérité. Une grande vérité n'est pas une erreur, mais une autre vérité. J'ai cette tendance en moi, ce qui souvent me fait hésiter, mais ça ne m'empêche pas jamais de prendre parti. Mais ce que je dois dire à cette époque, il y a une chose aussi dont je suis très content, c'est la revue Argument. Parce que la revue Argument, qu'on fonde en 57, que j'ai dirigée, qu'on fonde au départ avec Fechte, qu'on fonde avec Colette Audry, il y avait aussi Roland Barthes qui a quitté à un moment donné, mais qui était dans les fondateurs, il y avait Jean Duvigneau, et puis Costas Axelos nous a rejoints. Et il faut dire aussi que cette revue a eu une chance, c'est-à-dire que c'est une petite revue modeste, mais nous sortons en 57. Or, c'est une époque où c'est pas seulement la crise du communisme stalinien, il y a eu le rapport Khrouchtchev entre-temps, il y a eu la répression en Hongrie, c'est aussi une crise importante du marxisme. Et il se trouve aussi que, comme De Gaulle va prendre le pouvoir après un putsch militaire, c'est la crise de la démocratie française et toutes nos idées que la classe ouvrière allait empêcher, et tout ça. Tout, il y a aussi une crise politique générale, c'est une crise de la gauche. Et donc c'est le moment où nos interrogations, on a fait un numéro sur la classe ouvrière avec Touraine et quelques autres, c'est le moment où on s'interroge. Et en général, mes idées sont bien accueillies dans des époques de crise parce que les gens s'interrogent et sortent un peu de leurs ornières. Mais les ornières se sont rétablies, enfin les choses se sont redurcies parce qu'après la crise d'un marxisme ouvert, qui était le marxisme, disons, de Sartre et de Henri Lefebvre, qui n'avait pas de fondement dogmatique absolu, et il a fallu revenir au marxisme science absolue, Althusser. Hein. Et puis c'était une époque, il y a eu le redurcissement après, du structuralisme, et puis politiquement, il y a eu la Nouvelle République, le pouvoir gaullisme, tout ça s'est installé, et je dois dire que dans ce moment. Et alors nous, on a décidé en 62, d'abord on avait traité pas mal de sujets, ensuite on s'était dispersé sur la planète parce que Duvigneau était devenu professeur d'université en Tunisie. Moi j'étais en Amérique latine, j'avais ce roman d'amour avec l'Amérique latine qui dure toujours. Fougerolas était professeur à Dakar. Enfin bref,
on s'était diasporé, et on avait l'impression qu'on avait... Maintenant, c'était à chacun de poursuivre son œuvre. Et on a décidé de s'aborder la revue volontairement, alors que ça marchait. Disons, les numéros se vendaient, il n'y avait pas de baisse. C'était en 62. Et moi, j'en ai tiré beaucoup parce que, dans le fond, c'est une époque... Moi, grâce à cette revue, je connaissais déjà Marcuse, mais j'ai découvert Adorno, l'école de Francfort. J'ai découvert le deuxième Heidegger, le Heidegger de la crédit de la technique, et dont j'ai retenu l'idée d'air planétaire, qui était une idée formulée par lui. J'ai trouvé même avec ce deuxième Heidegger quelque chose qui correspondait tout à fait à mes sentiments en tant que chercheur au CNRS, parce qu'Heidegger a écrit, questionné, fait voler en éclats les boîtes compartimentées dans lesquelles, non, les boîtes séparées dans lesquelles on a compartimenté les sciences. Et pour moi, c'est évidemment, dès qu'on a une question fondamentale, toutes ces disciplines closes, ça pète, ça ne tient plus. Et c'est toujours ce que j'ai fait, parce que mon premier livre, L'homme et la mort, c'est une investigation à travers toutes les disciplines, pas seulement la biologie, puisqu'on est des êtres mortels, c'était la préhistoire, l'anthropologie, l'ethnologie, la psychologie de l'enfant, les psychanalyses, l'histoire des religions, etc. Enfin, la poésie. Donc, pour moi, dès que j'ai voulu traiter un sujet, j'étais obligé de ratisser dans les différentes disciplines. Et ça, c'est un côté indisciplinaire, si vous voulez. Mais là aussi, alors là, je veux dire que j'ai une grande chance, c'est que plutôt j'ai bénéficié d'un défaut du CNRS, qui est une qualité. Parce que le CNRS, une fois qu'on est chercheur, il y a des organismes de contrôle. D'ailleurs, j'ai fait partie pendant 20 ans de la commission de contrôle sociologie, de la commission de sociologie, mais on n'a vraiment pas le temps de contrôler vraiment le travail des types. Ils font leur rapport et on recrute les gens selon un critère de consensus commun, c'est-à-dire de médiocrité. C'est pour ça que je disais aux chercheurs qui postulaient, j'ai dit, surtout ne dites pas ce que vous pensez d'original. Dites que vous allez faire un rapport sur les choses que tout le monde admet. Bon, alors, donc, j'ai vu, alors, grâce à ce système, moi, je suis resté d'abord dans la section sociologie, tout en faisant des incursions, comme vous savez, dans la méthode. Je fais jamais fait. Pour moi, la sociologie a toujours été une partie d'un ensemble, où il y a de la psychologie, où il y a de l'histoire, où il y a de la philosophie, où il y a... Bon, tout ça, c'est... Bon, alors, donc, mais ils m'ont laissé libre. Et dans le fond, comme aussi, il y a le dogme, n'est-ce pas, il faut publier ou périr, ben, je publiais pas mal. Et aussi, j'ai eu la chance, parce que normalement, pour devenir maître de recherche, parce que j'ai commencé, ce qui était très amusant, c'est que quand je suis entré au CNRS, j'avais 30 ans. Bon, et j'étais un jeune chercheur, parce que je suis resté dans le langage du CNRS jusqu'à presque l'âge de 50 ans. Mais quand j'avais 22 ans et que j'étais un chef de la résistance, personne ne m'a dit vous êtes un jeune chef, personne ne m'a dit vous êtes un jeune résistant, personne. Il fallait que je vieillisse pour qu'on trouve dans les critères académiques qu'on me trouve jeune. Bon, alors, ce qui s'est passé, c'est que alors, il fallait être docteur. Et de temps en temps, le directeur du centre me disait « Où en est votre belle thèse ?»« Elle progresse, monsieur le directeur, elle progresse. » Parce que je ne voulais pas faire de thèse, parce que je me dis, je veux pas... À l'époque, je travaillais sur le cinéma. Je me dis, tous ces gens-là sont incompétents sur le cinéma. En plus, ils méprisent tous parce qu'à l'époque, les intellectuels, les universitaires pensaient que c'était de l'aliénation, de la stupidité, etc. Bon, alors, donc, je me dis, qui va me juger? Personne ne peut me juger. Donc, je ne fais pas ma thèse. Mais, par chance, il se trouve qu'à la commission, j'ai pu dire que j'avais écrit L'homme et la mort et j'ai écrit mon livre sur le cinéma. Et grâce à ça, j'ai eu 3 ou 4 personnes bienveillantes à mon égard, qui étaient Georges Friedman, qui m'a épaulé, qui était Pierre Naville, et qui était Raymond Aron, qui était très éclectique. Il n'avait jamais de hier politique. Et ils m'ont promu. Et une fois que j'étais promu maître de recherche,
tout est allé sur des rails jusqu'à la retraite, comme ça. C'était. Et ça continue, hein, puisque vous êtes président, vous êtes devenu très récemment le président du conseil scientifique de l'Institut des sciences de la communication du CNRS. Mais vous savez, j'aime beaucoup toutes ces distinctions qui me viennent, que je ne sollicite jamais, parce que ça, pendant très longtemps, ça consolidait ma déviance. Parce que je me disais, alors souvent, les gens, tu n'es pas un vrai. Parce qu'il y a une époque où régnait cette idée absolument farfelue que la sociologie était une science. Et certains sociologues prétendaient les représentants de l'authentique scientificité. Hein. Bon, mais moi j'ai toujours su que dans la sociologie, il y a une part d'essayisme, une part scientifique, parce que il faut, quand on vérifie bien ces données, bien entendu, mais enfin que ça ne peut pas se réduire à une science, qui va être toute une part, un art. Et donc, j'étais tout à fait en dissonance avec la norme qui était celle de la scientificité sociologique. Alors donc, ça faisait que j'avais une situation un peu moralement marginale. Mais après tout, je répète, j'ai pu tranquillement. Avec, quand même, des aléas. Quand j'étais invité à faire partie d'une enquête polydisciplinaire qui avait lieu à Plozévet, commune de Bretagne, du Sud Finistère, une commune très très intéressante, moi j'ai dit je vais parler de la modernisation, c'est-à-dire un concept absolument flou, mais qui couvre tout. Eux, ils avaient déjà découpé Plozévet en tranches disciplinaires, ce qui fait qu'ils n'avaient rien prévu sur les femmes, qui jouait un rôle énorme dans la modernisation des mœurs, sur les jeunes qui commençaient à vouloir d'autonomie, sur le remembrement paysan qui révélait toute une série de problèmes. Et quand j'ai fait mon livre, j'ai fait un livre sur Plozévet, et où certains membres de la commission de la DGRST voulaient me faire un blâme scientifique. Pourquoi? Parce que je n'avais pas respecté le cahier des charges, et ils m'accusaient d'avoir dit n'importe quoi et d'avoir copié sur les autres. Mais j'ai pu me défendre, enfin, c'est-à-dire que je suis allé voir le président de la commission, M. Gruson, et je lui ai dit, écoutez, moi, je demande 2 commissions d'enquête, une commission d'enquête sur mon travail, pour voir si vraiment j'ai dit n'importe quoi et j'ai copié, et une deuxième commission sur l'usage des crédits, parce que beaucoup d'enquêtes utilisaient une partie des crédits pour Plozévet et l'autre pour d'autres choses qui les intéressaient plus. Et je pensais être dans une très bonne position, parce que moi j'avais touché un crédit très faible et pas un sou pour moi. Donc mais alors j'étais prêt, j'étais foudrage d'être insulté comme ça. Je pensais qu'on aurait dû me faire des éloges. Hein. Ce que m'a fait du reste André Burguière, qui a été très courageux. Et j'ai trouvé que tout ceci se situe en mars, mai, et arrivent les événements de mai 68, qui ont aussitôt détourné mon attention et qui ont disloqué la coalition de mes ennemis. Alors voilà, et après tout, j'ai pas eu d'ennui, mais j'ai jamais eu de crédit, jamais eu de choses importantes. Alors, puisqu'on est là dans vos indisciplines, hein, dans vos dissonances et dissidences culturelles à l'égard notamment de la sociologie dominante de l'époque, vous rappelez que dans Argument, vous faites connaissance, vous faites même traduire et découvrir au public français pour la première fois les textes de ce qu'on a appelé l'école de Francfort, hein, cette école qui a été fondée autour de Max Horkheimer et puis Théodore Adorno, qui menait notamment une grande critique culturelle des industries de masse, et qui ont fait ce livre exceptionnel qui s'appelle La dialectique de la raison, dans lequel ils essayaient de comprendre, en 1944, au fond, réfugiés à New York, c'est un intellectuel juif allemand réfugié à New York, comment, au fond, l'humanité, tout simplement, en était arrivée là, et ont essayé d'ailleurs de relire toute l'histoire de l'Occident et des trésors culturels de l'Occident, de l'histoire d'Ulysse en passant par Sade et Nietzsche,
au fond, et pour essayer de comprendre pourquoi l'humanité et l'Occident avaient enfanté la barbarie. Alors vous découvrez, et vous faites découvrir ces auteurs qui vous font critiquer très fortement l'idée de technique, l'idée d'un monde très rationnel, vous développez cette idée d'ère planétaire, et pourtant, vous écrivez là aussi un peu en dissidence, en dissonance par rapport à la sociologie dominante, des textes comme L'Esprit du temps, où vous vous intéressez, vous, à la culture populaire, à la culture hollywoodienne, et vous essayez de montrer que eh bien, cette industrie hollywoodienne qui, au fond, marche un peu comme une industrie fordiste ou tayloriste qui serait destinée à fabriquer des voitures en série ou des machines à laver, qu'elle, au fond, fabrique des œuvres tout à fait singulières, absolument des chefs-d'œuvre. Même chose pour les yéyés qui sont considérés comme comment dire, comme un phénomène un petit peu voilà anecdotique, aliénant. Vous écrivez des textes en 62-63 pour le journal Le Monde et vous essayez de comprendre précisément ces phénomènes-là. Alors que qu'est-ce qui vous a conduit, au fond cette indiscipline culturelle qui vous a conduit finalement à comprendre ce qu'on appellerait aujourd'hui la culture populaire, ce qu'on appelait la culture de masse à l'époque? Oui, bah écoutez, tout d'abord, enfant, j'ai baigné dans la culture populaire de la rue Ménilmontant. J'allais voir les films, les westerns, tous ces films-là. J'adorais les chansonnettes et mon père adorait la chansonnette. Et j'ai toujours aimé les chansons, j'ai toujours aimé. Et bon, donc il y a eu cet élément d'imbibation que je n'ai pas oublié. Mais pour le cinéma, je me suis posé cette question. Comment se fait-il que Hollywood, usine de rêve, comme disait Rimbaud, voici, on a appliqué tous les modes de la production industrielle pour faire le film, la division du travail. Il y a le scénariste, il y a le dialoguiste, il y a le gagman qui apporte les gags, il y a bien entendu le réalisateur, il y a le musicien, il y a le décorateur, il y a les acteurs, il y a les vedettes, il y a le monteur, le montage. Voici un produit typiquement industriel en fonction d'une rentabilité, du profit, évidemment, du profit. Comment se fait-il que ça n'est pas produire que des œuvres quelconques? Alors, c'est là où j'ai dit que c'est qu'il y a une dialectique à l'intérieur. C'est la dialectique production-création. C'est-à-dire qu'il y a une machine productrice, quasi industrielle, mais qui a besoin de son contraire, c'est-à-dire de la singularité, de l'individualité, et qui doit faire appel. Les films ne peuvent pas se ressembler tous les uns les autres. Il peut y avoir des grands archétypes, comme le western, comme le thriller, comme le film noir. Mais donc, dans ce cadre-là, vous avez eu non seulement et d'ailleurs, ils ont même appelé Faulkner à Hollywood, qui n'a pas pu faire grand-chose, mais qui a pu faire quelques scénarios. Mais il y a eu des réalisateurs comme John Ford. Puis, il y a eu même ceux comme Sartre a même fait un scénario Freud. Pour le Freud, bien sûr. Enfin, le film d'ailleurs, qui n'a pas pris le scénario de Sartre, mais le film sur Freud n'a pas été très réussi. Mais quand on fait des films sur des grands hommes, ça ne marche pas. Mais enfin, c'est surtout dans le film criminel, dans le film noir, lui-même utilisant des romans extraordinaires, qui étaient les romans d'Achel Hamet et de quelques autres. C'était des films qui sont des films violents, bouleversants, et quelques chefs-d'œuvre dans toute cette histoire du cinéma hollywoodien. Alors je me disais, voilà, et j'ai retrouvé le même problème, par exemple quand il y a eu les orchestres rock. Alors il y a eu un jaillissement créateur d'orchestres qui sont tout à fait, eux, alors indisciplinés, vraiment, parce que quand ils arrivent avec 3 heures de retard dans les parkings, dans ces grands parcs californiens, et complètement bon, enfin. Et alors, c'était bon, mais avec des génialités. Alors, l'industrie du disque, l'industrie du show business, ça voulait les prendre. Alors, une partie d'entre eux a plus ou moins pu entrer dans la machine, tout en gardant son originalité, comme les Beatles, comme Rolling Stone, et puis d'autres groupes aussi, formidables, Creedence Clearwater Revival. D'autres, ceux qui étaient trop originaux. Ils ont été. C'est comme quand Orson Welles, bon, il a pu faire dans la machine ce film, 1 ou 2 films extraordinaires, hein, La splendeur des Amberson et Citizen Kane. Mais après, il a été brisé par la machine qui n'en voulait plus. Donc, autrement dit, la relation production-création est exactement ce que j'ai appelé après une réaction complexe, c'est-à-dire elle est à la fois antagoniste,
complémentaires. Et parfois, l'antagonisme est le plus fort et la production brise la création. Mais parfois, la création réussit à s'exprimer et les cadres durcis des modèles devient un peu comme la loi des 3 unités pour les tragédies de Racine. Hein. Bon, alors, dans le fond, je me disais, mais tout ça, il y a... Alors, bien entendu, moi, quand j'étais gamin, il y a des films qui m'ont bouleversé, qui m'ont apporté un message presque aussi important que celui de Dostoïevski ou de Montaigne. C'était un film qui s'appelle Le chemin de la vie, un film soviétique sur la rédemption de jeunes délinquants. C'est un film de l'opéra de Katsu de Pabst qui m'a bouleversé. Enfin, il faut dire, il n'y a pas seulement les films allemands d'avant Hitler, de Pabst, de Fritz Lang, n'est-ce pas, qui sont des géants, mais aussi il y a eu après la grande époque du cinéma français, avec Julien Duvivier, avec Renoir, et qui a culminé, in fine, avec Quai des Brumes et avec les Enfants du Paradis. Donc, si vous voulez, je dirais que les intellos et les universitaires ont mis beaucoup de temps à se rendre compte que le cinéma était un art, mais il était déjà dès le muet avec les Nibelungen de Fritz Lang et d'autres films. Donc, voilà, moi, j'ai pas dit que j'avais quelques mérites. J'ai vécu j'étais un cinéphage, je suis devenu un cinéphile. J'étais un musicophage, je suis devenu un musicophile. Enfin, tout ça. Parce que, mais vous savez, la plupart des gens qui sont devenus des critiques de films, c'était des gens qui n'étaient pas du tout des universitaires. C'était ce petit groupe Truffaut, Godard, Rivette. C'était des fanatiques de cinéma, des bouffeurs de films. Alors ils ont fait des critiques dans les cahiers du cinéma, puis ils se sont lancés, puis ils ont fait des films, quelques chefs-d'œuvre aussi. C'était... Alors toutes ces dissonances culturelles, on les retrouve en partie d'ailleurs dans ce hors-série, puisque nous avons voulu choisir aussi des textes, notamment sortis extraits du journal de Plozévet. Il y a ce texte sur les yéyés, un extrait des stars. Vous parlez de la mort de Marline, hein, de ces dieux de l'Olympe, où ces stars, où là encore vous êtes un petit peu en dissonance avec un ami et collègue, Roland Barthes, qui au même moment lui s'intéresse plutôt aux mythologies qui mystifient, démystificateur. Un démystificateur. Moi, je n'étais pas tellement démystificateur. Voilà, qui s'intéresse aux mythes contemporains comme la déesse, le beefsteak ou l'abbé Pierre. Vous montrez que précisément l'humanité a besoin de mythes. Et puis, une des grandes indisciplines à partir des années 90, une fois que le mur de Berlin est tombé, que ce combat que vous menez contre le totalitarisme, au fond, arrive à terme, c'est la résistance, au fond, au monde réduit au calcul. C'est-à-dire que vous allez, là, pour le coup, commencer à entreprendre une grande résistance, en tout cas culturelle, à ce monde qui réduit, qui arraisonne, au fond, les êtres et les choses, et à un savoir compartimenté qui ne permet plus de penser la complexité du réel, complexité qui, il faut le rappeler, vient de la racine complexus, qui veut dire, au fond, rappelle ce qui est tissé ensemble, au fond, et qu'on ne peut penser la partie sans le tout, ni penser le tout sans penser l'une des parties. Est-ce que c'est ça qui a dominé pour vous des années 90, au fond, à aujourd'hui, votre travail de résistance, qui là, pour le coup, est un travail de résistance intellectuelle, et non plus de résistance... politique, risquant sa vie. On peut dire que j'ai toujours trouvé, pour moi, de la complexité, c'est-à-dire des contradictions et des difficultés dans tous les problèmes auxquels je m'affrontais dans la vie, et évidemment dans la vie politique. C'est vrai que, disons, j'ai toujours été complexe, mais sans l'amour. Le mot s'est forgé, est devenu clé en écrivant la méthode. Et j'ai voulu faire une méthode pour traiter la complexité. Et ça, c'est vrai que c'est présent partout. Mais ce que je crois qui s'est passé après les années 90, c'est que j'ai mieux vu d'un côté, parce que qu'est-ce qui se passe après 90? C'est ce qu'on appelle la globalisation, c'est-à-dire le déchaînement, c'est-à-dire une économie vraiment mondialisée, le capitalisme qui s'introduit
en Russie, en Chine, au Vietnam. Le profit effréné, une économie dite néolibérale sans aucune régulation, et qui entraîne l'humanité dans un cours qui me semble de plus en plus dangereux. Donc il y a cette idée. Il faut dire que j'ai écrit Terre Patrie à ce moment-là. C'est-à-dire, j'ai vu la mondialisation à la fois comme la meilleure et comme la pire des choses. J'ai vu comme la meilleure parce que pour la première fois, il y avait une communauté de destin de tous les humains devant les mêmes périls, les mêmes dangers, qu'ils soient écologiques, nucléaires, économiques ou fanatiques. Et donc, ça c'était donc la possibilité que cette communauté de destin peut créer peut-être un nouveau type de monde et de société, mais j'ai vu qu'en même temps la même mondialisation, avec le déferlement, était comme un vaisseau spatial avec 4 moteurs incontrôlés qui étaient la science, la technique, l'économie, le profit, nous conduit vers de probables catastrophes. Donc, je voyais ça. Et de plus, j'étais de plus en plus sensible à partir du moment, si vous voulez, où le problème de ce qui était pour moi le danger du communisme stalinien ou du communisme soviétique qui dépasse la personne de Staline, parce que même à l'époque de Brejnev, il y a eu l'Afghanistan, c'était une puissance énorme. Bon, alors j'étais quand même, j'étais de ceux qui disaient, certes, le capitalisme a causé bien des maux à l'humanité, mais le système totalitaire en a causé de plus graves. Mais une fois que ce système s'effondre, alors moi je vois à nouveau ce néo-capitalisme qui n'a plus les garde-fous qu'il avait par exemple dans les pays européens avec les protections sociales, etc., etc. La mondialisation provoque toute une série de désastres, et accroît des inégalités, et le règne, en effet, du calcul dans tous les domaines. Nous avons vu ça au cours d'un prix de la recherche. J'espère que nous avons primé des thèses très différentes, mais qui montraient partout l'obsession de la productivité, du rendement, de l'efficacité, du coaching, etc. Alors ça, c'était quelque chose qui me frappe. Et je dis, ça, c'est une barbarie propre à notre civilisation, qui oublie les réalités humaines, parce que le calcul est aveugle sur la vie, sur l'amour, sur la tendresse, la haine, tout ce qui fait notre vie. Mais ce qui m'a semblé, c'est qu'à la même époque, c'est la guerre de Yougoslavie, c'est la Tchécoslovaquie qui se coupe en deux, ce sont des ethnies qui en Afrique veulent être indépendantes et sont soumises à des terribles répressions. C'est qu'à cette religion du salut terrestre qui était le communisme et qui s'est effondrée, ressuscite les religions du salut céleste, qui elles sont bien plus solides parce qu'on ne peut pas vérifier ce qui se passe au ciel, alors qu'on a pu vérifier ce qui se passait en Union soviétique. Alors, donc, on voit le retour. Et on voit même que cette mondialisation provoque elle-même cette dislocation, parce que dans beaucoup de continents, il y a une peur de perdre d'identité dans cette occidentalisation, parce que la globalisation, c'est à la fois l'occidentalisation, ce qu'on appelle le développement, c'est-à-dire le développement techno-économique, et cet aspect mondial. Donc, nous avons affaire à cette chose-là, et il y a une résistance. Et moi, j'avais remarqué même déjà en Bretagne, il n'y avait pas la mondialisation, mais que c'était les jeunes qui voulaient sauvegarder les nourritures traditionnelles, les orchestres bretons, qui avaient peur dans cette homogénéisation de la société française de perdre l'identité. Alors, cette perte est très légitime, parfois elle se manifeste d'une façon terrifiante, comme avec les ayatollahs en Iran. Mais enfin, je veux dire que partout, il y a eu tendance à la refermeture sur l'ethnie, sur la nation, et, bien entendu, retour des religions qui offrent une consolation par rapport à l'angoisse des temps présents, parce qu'il y a aussi une autre chose que j'ai diagnostiquée, et qui était maintenant devenue évidente, c'est qu'on ne s'était pas rendu compte que tout le cours de notre civilisation, qui avait répandu dans le monde l'idée que le progrès était une loi historique. Et ce n'est pas seulement nous qui croyons que les choses iraient mieux, ce n'était pas seulement l'Union soviétique qui annonçait l'avenir radieux, mais il y avait le socialisme arabe, où on disait c'est la démocratie, c'est le socialisme, tout ça. Et il y avait cette croyance au progrès qui s'est lentement effritée pour faire place à l'incertitude, à l'angoisse, à la peur, et peur tout à fait légitimée, et qui favorise encore plus la rétraction sur soi. Et ajoutons que la crise de
de ces toutes dernières années ne fait qu'aggraver le problème et les dangers. Donc, ce que j'ai vu de plus en plus, c'est l'union des deux barbaries, c'est-à-dire cette barbarie froide et glacée de la technique, mais d'une barbarie qui vient du fond des temps historiques, c'est-à-dire la haine, le mépris, le manichéisme, la torture, l'horreur d'autrui, la persécution, tout ça. Et j'ai vu que tout ceci s'unit. Les deux barbaries sont en fait associées. Quand vous avez par exemple l'Iran sauvegarde les traditions chiites, installe un pouvoir religieux, mais c'est pas pour ça qu'il va pas commander des avions de chasse militaire ni essayer d'avoir une bombe atomique. Bon. Donc on voit très bien que il y a une alliance des deux barbaries qui sur le monde, avec aux États-Unis la période Bush, avec tout ça. Donc, si vous voulez, je pense de plus en plus au problème de la planète et de l'humanité. Alors là, on peut dire aussi que c'est une constante, parce que c'est vrai que quand j'étais dans la résistance communiste, pour moi, c'était pas seulement pour la libération de la France, c'était pour libérer l'humanité, pour l'émancipation de l'humanité. J'ai toujours gardé cette idée. Seulement, à l'époque, mon universalisme était abstrait. C'est-à-dire que je considère que les religions, que les singularités culturelles, les nations, c'était pas tellement important. Les patries, oui, comme ça, mais pas les... Et je pensais que tout ceci... Et j'ai découvert, donc, au cours de ces années 90, à quel point, si vous voulez, il fallait être désormais, avoir un universalisme concret, c'est-à-dire que l'unité humaine doit se faire avec le respect des différences humaines, qui sont des différences d'individus, de culture, de musique, d'art, etc. C'est-à-dire que pour moi, maintenant, la formule, c'est que le trésor de l'unité humaine, c'est la diversité humaine, et le trésor de la diversité humaine, c'est l'unité humaine. Donc là-dessus, ce sont ces idées qui aujourd'hui se sont véritablement devenues centrales pour moi, avec toujours, disons, cette préoccupation de l'humanité qui fait que je suis un dinosaure, hein, parce que ça existait pas mal, il y a encore 40 années, mais ça se dissout de plus en plus. Mais enfin, ça, je reste un peu dans cette idée. Je voulais dire que quand j'ai fait mon livre, déjà dans mon livre, comment ça s'appelle ? Mes démons, oui. Et puis dans l'éthique, je dis, mais comment je définirais l'éthique pour moi ? Je la définirais de deux choses, de deux façons. Un, la résistance à la cruauté du monde. Parce que c'est un monde dans lequel nous sommes, qu'il y a des choses merveilleuses, admirables, exaltantes, et des choses épouvantables, cruelles. Je ne dis pas du monde, hein, de la nature. La nature est à la fois notre mère et notre marâtre. Le cosmos, une chose sublime, les étoiles, mais enfin, il y a des tamponnements de galaxies, il y a des étoiles qui explosent. Enfin, ce monde est terrible et cruel pour nous. Il faut se défendre contre ces cruautés. C'est ça l'éthique et la politique aussi. Et la résistance à la barbarie humaine. Ce sont deux choses qui doivent être associées. C'est ça, pour moi. Donc, si vous voulez, de la résistance initiale qui fut à l'occupation, à la résistance terminale qui est d'une nature tout à fait différente, parce que c'est vrai qu'on ne prend pas de risques physiques, etc. Mais à cette résistance, mais il y a quand même cette continuité, et plutôt, je dirais, cet approfondissement. Alors, la deuxième idée d'éthique, mais je l'indique ici, c'est-à-dire aider, contribuer à que chacun puisse exprimer la part poétique de son être. Parce que je pense que la vie, c'est une alternance de prose et de poésie. La prose, ce qui est obligatoire, ce qui nous ennuie, ce qu'on n'aime pas faire, c'est la contrainte. Et la poésie, c'est l'exaltation, c'est l'amour, c'est la sympathie, c'est la fête, c'est le jeu. Et je pense que la poésie de la vie est subie à un tel assaut de prosaïsation que nous nous défendons, qu'il faut défendre cette poésie. Alors, c'était ça. Donc, si vous voulez, ces deux aspects aussi, où un oui et un non se rejoignent, parce qu'il y a toujours un non dans la résistance qui implique lui-même ce oui à la poésie de la vie, ce oui à ce fait qu'il faut essayer de vivre justement contre cette cruauté et contre cette barbarie. Merci Edgar Morin.